Ce jeune homme avait consacré toute sa vie à sa famille. Il a mis de côté ses propres rêves et sacrifié son bonheur pour eux. Au final, ça n'a servi à rien. Il s'est fait trahir et descendre par son propre frère, juste sous les yeux de leur père. Peu avant ce moment, il avait demandé à l'homme qui se tenait devant lui la raison de sa visite. La réponse était arrivée, froide et directe. Le but était simple, l'éliminer. En entendant ça, la vérité est devenue limpide. Depuis le début, toutes les squads n'étaient qu'un appât, destinées à attirer l'attention et à être jetées une fois qu'elles ne servaient plus à rien. Le type l'a dévisagé avec un mépris total et a déclaré que c'était le seul rôle qui convenait à quelqu'un né sans elle. En se moquant cruellement de lui, il l'a traité de fils idiot, Ash Elmine. La maison Elmine était connue sur tout le continent comme la plus puissante lignée militaire, gardienne de la famille royale depuis des générations. À son sommet se tenait Roderick Elmine, le seul homme du pays à porter les 7 ailes. Les ailes n'étaient pas de simples ornements. C'était un emblème gravé dans le dos, la marque d'une force magique. Plus le nombre d'ailes était grand, plus la magie scellée dans le corps était puissante. Au sein de la maison Elmine, seuls ceux marqués par les ailes pouvaient manier ce pouvoir. Des années plus tôt, lors d'une tempête de neige mortelle qui avait failli lui coûter la vie, Roderick l'avait sauvé. Persuadé que sa survie avait un sens, Ash s'est entièrement dévoué à rembourser cette dette, il a tout donné. Pourtant, il n'a jamais été reconnu. Ses frères se moquèrent de lui sans arrêt, le traitant de sans aile parce qu'il n'avait pas l'emblème qui définissait leur lignée. Ash a tout enduré. Il s'est entraîné sans relâche, jour après jour, convaincu que ses efforts lui vaudraient un jour le respect. Cette illusion s'est effondrée pendant cette mission. Son unité avait été encerclée de toutes parts, sans aucune issue possible. C'est seulement maintenant qu'il comprenait. On les avait envoyés là pour se faire massacrer. Il a exigé une explication. Il a demandé si c'était ça, la récompense pour une vie de loyauté, si la trahison était la réponse finale de son père. La réponse de Roderick était glaciale, sous-entendant qu'un simple outil n'avait pas le droit d'avoir des attentes. Il a traité Ash d'Isaor et a donné l'ordre de se débarrasser de lui. À ce moment-là, quelque chose a craqué en Ash. La rage et le désespoir ont explosé en même temps alors qu'il se ruait en avant, balançant sa lame vers la gorge de Roderick. Le regret le rongeait d'avoir fait confiance à cet homme jusqu'au bout. Le coup n'a fait qu'effleurer la peau de Roderick. En un instant, des chaînes se sont enroulées autour d'Ash par derrière. 2 silhouettes sont apparues. Des hommes qu'il avait autrefois appelés ses frères. L'un lui a coupé le bras, l'autre lui a brisé la jambe. Le sang a rempli sa bouche tandis que son corps s'écrasait au sol. Des rires résonnaient au-dessus de lui. Ses frères se moquaient, lui rappelant que les créatures sans ailes devaient rester au sol, à ramper dans la poussière. Ash serra son poing restant et força une dernière question. S'il avait toujours été destiné à être jeté, alors pourquoi lui avoir sauvé la vie des années plus tôt? Roderick l'attrapa par les cheveux et répondit avec un détachement glacial. Il n'y avait jamais eu de raison particulière. Ash n'avait jamais eu aucune valeur. Ce qui comptait vraiment, c'était le pouvoir des 7 ailes contenues dans un corps. Le choc a figé Ash sur place alors que Roderick continuait, déclarant que sa mère avait été utile. Elle avait porté et mis au monde un enfant comme Ash pour son seul bénéfice. Le sens de ces mots ne lui parvenait pas. La confusion remplissait son esprit. Avant qu'il ne puisse demander des éclaircissements, une lame s'est enfoncée dans son dos. Une agonie a explosé dans tout son corps. L'obscurité a envahi sa vue alors que ses forces l'abandonnaient. Tandis que sa conscience s'échappait, une dernière pensée a fait surface. Il se demanda si c'était vraiment la fin de sa vie et si son existence avait jamais eu la moindre valeur. Une soudaine vague de froid lui frappa le visage. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Pendant une brève seconde, il se demanda s'il avait atteint l'au-delà. Le vent glacial lui cinglait la peau. Chaque respiration lui brûlait les poumons. Puis la vérité s'est imposée. Il était toujours en vie. Il était allongé au cœur d'une violente tempête de neige, reposant faiblement dans les bras d'une femme. La peur l'a envahi alors qu'il essayait de bouger pour se figer de stupeur. Quelque chose n'allait pas. Ses jambes étaient bien trop petites. Il a levé une main devant ses yeux et l'a fixée, incrédule. C'était la main d'un nourrisson. Le choc l'a submergé. Son corps était redevenu celui d'un nouveau-né. Quand il a levé les yeux vers la femme qui le tenait, il a remarqué qu'elle ne respirait plus. Son corps était raide et immobile. Elle était morte. Ash a activé sa capacité de recherche. Sa conscience s'est étendue au-delà de la tempête. À travers le blizzard, il a senti 3 cavaliers à cheval qui avançaient. Ils cherchèrent de toute urgence. L'un d'eux a crié d'accélérer, déclarant que pour le seigneur Roderick, il devait bien récupérer le nourrisson que la femme avait emmené. Le cœur d'Ash a failli s'arrêter. Faiblement, il se demanda s'il avait bien entendu. Roderick, le nom de son père. S'il chassait un nourrisson, la cible était évidente. Dans son ancienne vie, des rumeurs disaient qu'il avait été trouvé par une nuit de neige comme celle-ci. Une pensée terrible lui traversa l'esprit. Était-il retourné dans le passé?
L'idée semblait folle, impossible. Pourtant, chaque détail pointait dans cette direction. Les cavaliers se rapprochaient, un fait est devenu clair. S'il restait là, il serait capturé et ramené au domaine des Elmines. Il appartiendrait à nouveau à Roderick. Rassemblant le peu de volonté qu'il lui restait, Ash commença à ramper. Un faible flux de mana s'est dirigé dans ses petites mains, poussant son corps fragile petit à petit. Ses membres tremblaient violemment. Sa respiration devenait irrégulière et faible. Le froid s'infiltrait jusqu'à ses os, tandis qu'une chaleur fiévreuse lui brûlait les veines. Son corps le suppliait d'arrêter, il a refusé. Il rampait parce que s'arrêter signifiait la mort, et survivre ne signifiait qu'une chose. Un jour, il se vengerait de Roderick Elmine. Le temps s'est écoulé dans la douleur, progressivement la tempête affaiblit, le soleil a commencé à se lever sur l'horizon blanc. Le nourrisson s'est forcé à avancer encore un peu avant de s'effondrer, inconscient, devant une jeune fille. La fillette s'est écriée, disant qu'elle avait appelé son père parce qu'elle avait trouvé quelque chose. L'homme qui s'est approché derrière elle était le vicomte Highfried. Un noble de haut rang, il a soulevé délicatement le bébé dans ses bras. La confusion se lisait sur son visage. Il se demandait pourquoi un enfant se trouverait dans un tel endroit. Puis son regard s'est tourné vers la neige derrière eux. Une longue traînée inégale de petites marques de reptation s'étendait sur le sol gelé. Le vicomte s'est immobilisé. Il a fixé la distance que le nourrisson avait parcourue à travers la tempête. Le choc l'a envahi alors qu'il se demandait quel genre d'enfant pouvait survivre à une telle épreuve et qui était vraiment ce bébé. Quelque temps plus tard, Ash a dérivé dans un rêve étrange. Devant lui, un bébé aux cheveux roux est apparu, s'approchant en titubant avec un air vif et innocent. Avant qu'Ash ne puisse réagir, l'enfant lui a soudainement attrapé le nez. Il s'est réveillé en sursaut. La première chose qu'il a vue, c'était le chaos total. 5 petites filles s'étaient domassées autour de lui, le visage rayonnant d'excitation, tendant toutes leurs mains vers lui en même temps. De petites mains lui tiraient les manches et même les jambes, chacune essayant de l'entraîner pour aller jouer. Il n'avait aucune idée de comment il s'était retrouvé là, ni pourquoi sa nouvelle vie était devenue si bruyante. Juste au moment où la situation menaçait de partir en vrille, la fille aux cheveux blancs qu'il avait vue plus tôt s'est avancée. C'était clairement l'aînée. D'un air sérieux, elle a soulevé Ash et l'a éloigné de ses sœurs, les réprimandant d'être allé trop loin, mais Ash s'est dégagé de ses bras. Dès que ses pieds ont touché le sol, il s'est mis à ramper pour s'enfuir. Derrière lui, la petite rousse a crié d'excitation. La seconde d'après, les 5 filles se sont toutes ruées à sa poursuite. La panique l'a envahi. Il ne comprenait pas pourquoi elle le pourchassait. Pourtant, son instinct lui hurlait que quelque chose clochait. Sans réfléchir, le mana a parcouru son petit corps. Ses yeux sont devenus dorés. Une vague de magie a jailli de son dos. En un éclair, il s'est soulevé du sol. Il volait. Ash n'avait aucune idée de comment c'était arrivé. Il ne contrôlait rien du tout. Son corps a tournoyé dans les airs tandis qu'il fonçait vers le plafond. Juste avant qu'il ne se crache, une paire de bras fermes l'a rattrapé en plein vol. L'homme qui le tenait le fixait, complètement halluciné, commentant que l'enfant était tombé du ciel et qu'Ash était vraiment pas commun. Quand Ash a levé les yeux vers lui, la reconnaissance l'a frappé de plein fouet. Cet homme, c'était le vicomte Effred Elmine, le frère aîné de Roderick Elmine. Une sensation glaciale a parcouru l'âme d'Ash. Effred Elmine, chef de la branche vicomte de la maison Elmine. Dans le passé, Effred et Roderick étaient connus comme les 2 piliers qui défendèrent la famille royale. Ash se souvenait très bien que ce vicomte et toute sa famille allaient clamser plus tard durant une guerre civile. Ce souvenir a tout confirmé. Il était bel et bien retourné dans le passé. Un goût amer lui est monté à la gorge. Il s'était barré de la maison principale juste pour se faire gauler par une autre branche de la même lignée. Peu de temps après, Ash s'est retrouvé dans les bras de la femme du vicomte. Elle lui a parlé doucement, expliquant que sa magie était devenue incontrôlable et l'avait fait s'élever dans les airs. Elle a avoué qu'elle avait senti dès le début qu'il n'était pas un enfant ordinaire. En regardant son petit visage, elle lui a souri tendrement et l'a embrassé, le rassurant en lui disant que même si ça avait dû être effrayant, il était maintenant en sécurité. Ash est resté immobile. Il n'avait jamais connu une telle chaleur. Non loin de là, le vicomte Efford les observait en silence. La femme du vicomte a eu le souffle coupé en la voyant dans le reflet du miroir. Clairement visible sur le dos d'Ash, il y avait la marque des 7 ailes. C'était le trou noir dans sa tête. Puis les souvenirs ont refait surface et la voix de son père a résonné dans son esprit. Les mots glacials de Roderick, disant qu'il avait besoin du pouvoir des 7 ailes dans son corps, résonnaient clairement dans sa tête. Enfin, tout s'est connecté. Cette nuit-là, dans la neige, le soi-disant acte de sauvetage n'avait jamais été un acte de pitié. Roderick l'avait arraché à la mort dans un seul but, s'emparer des 7 ailes pour lui-même. La rage bouillonnait en Ash. Son propre père lui avait arraché les ailes du corps pour ensuite se moquer de lui comme s'il était naissant. La femme qui le tenait est devenue sérieuse et a demandé au vicomte ce qu'il devait faire de l'enfant.
Dans ses bras, H a senti la panique monter. C'était un moment critique. Il ne pouvait pas laisser le pouvoir des 7 ailes retourner à la maison Elmine. Il avait besoin de cette force pour survivre. Il en avait besoin pour sa vengeance. Puis le vicomte a pris sa décision. Calme et ferme, il a annoncé qu'il élèverait le garçon comme son propre fils. Le silence a rempli la pièce. H le dévisageait, complètement sur le cul. Le vicomte Effred a lentement tendu la main et a doucement caressé les cheveux du bébé. Il a décrit l'enfant comme un oisillon qui n'avait pas encore appris à voler et a déclaré qu'il le protégerait et le guiderait jusqu'au jour où il pourrait s'envoler de lui-même. H ne pouvait pas répondre. On ne l'avait jamais traité avec une telle chaleur. Un bruit soudain a retenti près de la porte. Les 5 filles qui écoutaient en secret ont perdu l'équilibre et ont dévalé dans la pièce. Le vicomte les a regardées calmement et leur a demandé si elles étaient en train d'espionner. L'aînée s'est rapidement excusée, expliquant qu'elle s'inquiétait juste pour le bébé. La deuxième fille s'est avancée et a demandé quel nom l'enfant porterait. La femme a hésité un instant, puis a souri doucement. Soulevant légèrement le bébé, elle a déclaré que son nom serait Aster, comme une étoile naissante brillant au sein de leur maison. 10 ans ont passé en un clin d'œil. Le décor change pour un grand manoir où se tient l'assemblée annuelle de la danse des épées. Une calèche s'arrête net aux portes. Le vicomte Effred Elmine est descendu le premier et un garde s'est immédiatement incliné en signe de respect. Peu après, un jeune homme est sorti de la calèche. C'était Aster. Il n'était plus un nourrisson sans défense. Il était devenu un adolescent grand et posé. Son regard calme portait une maturité bien au-delà de son âge. Il s'est tourné vers la calèche et a tendu la main, rappelant à sa sœur de descendre prudemment. Une jeune fille rousse a posé sa main dans la sienne et est descendue avec un grand sourire. C'était Alphène, autrefois le bébé aux cheveux roux qui lui avait pincé le nez, maintenant sa petite sœur. Ensemble, le frère et la sœur sont entrés dans une immense salle de bal remplie de lumière. Ils étaient venus pour l'assemblée de la danse des épées, un rassemblement annuel organisé par une maison ducale liée au nom Elmine, 4 familles nobles dévouées à la puissance martiale. L'événement servait à renforcer les alliances et à resserrer les liens. En vérité, c'était un champ de bataille silencieux. Chaque maison noble présentait ses jeunes épéistes les plus talentueux en quête de prestige, d'influence et de reconnaissance. Tandis qu'Aster et Alphène avancèrent dans le hall, des chuchotements ont commencé à se répandre parmi les invités. Certains commentaient que la branche vicomte des Elmines manquait d'un véritable héritier. D'autres se moquaient ouvertement, prétendant que puisque la maison du vicomte n'avait pas réussi à produire un héritier digne de ce nom, ils avaient ramassé un bâtard sorti de nulle part. D'un regard froid, ils se demandaient en combien de temps cette branche serait autorisée à salir le nom des Elminais. L'attention s'est lentement tournée vers Aster, c'était donc lui, le gamin adopté. Alphène a serré les poings et s'est rapproché de lui, l'exhortant à ne pas se laisser atteindre par ses médisances cruelles. Elle a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas se permettre de montrer la moindre faiblesse dans un endroit pareil. Aster a remarqué ce qu'elle-même ne voyait pas. Ses mains tremblaient. À ce moment-là, le seigneur Effred a pris la parole d'un ton calme, déclarant que de telles réactions ne faisaient que refléter la position actuelle de la maison du vicomte. Alors qu'il s'arrêtait devant les portes imposantes, il s'est tourné vers Aster et lui a fait comprendre qu'il voulait qu'il voie cette réalité en face. Il lui a demandé si Aster se sentait frustré par leur situation. Aster a répondu avec un léger sourire, disant que ce genre d'accueil glacial lui convenait parfaitement. Effred a laissé échapper un petit rire, clairement satisfait, et a admis qu'une telle réponse était rassurante. Debout devant le grand château, les pensées d'Aster ont dérivé vers son ancienne vie. À l'époque, il avait été la honte de la maison Elmine. Son premier pas dans la société noble s'était transformé en un désastre total. Cet endroit même portait des souvenirs douloureux. Mais maintenant, tout était différent. Les 7 ailes reposaient en lui. Il n'était plus le même enfant impuissant. Ses yeux se sont aiguisés d'une détermination silencieuse. Cette fois, il allait remodeler son destin. La famille s'est avancée vers l'entrée massive. D'une fenêtre en hauteur, 2 jeunes hommes observaient leur approche avec un mépris évident. C'étaient les mêmes frères qu'il avait tourmentés dans sa vie passée. Aster les a remarqués. Pourtant, son expression est restée impassible. D'un pas ferme, tous se sont dirigés vers les grandes portes, chacun avec ses propres motivations. Dans son cœur, Aster s'est fait une promesse silencieuse. Cette fois, ses débuts dans la haute société ne se termineraient pas en disgrâce. Ils allaient s'ébriller. À l'intérieur du hall principal, une arène se dressait au centre. 2 jeunes épéistes s'y affrontaient avec acharnement. L'époque appartenait aux chevaliers. Pour être reconnu comme tel, il fallait à la fois force et élégance. La force était prouvée par l'habileté à manier la lame. L'élégance se mesurait à l'honneur et à la réputation. L'acier s'est heurté à l'acier alors que le duel s'intensifiait. Les 2 combattants ont fait preuve de technique raffinée et disciplinée.
Alors qu'il se préparait pour un nouvel échange, l'équilibre a basculé. Un blason d'aile brillant est apparu sur le poignet d'un des combattants. En un instant, le match fut décidé. Il a écrasé son adversaire, tranchant net son épée et mettant fin au duel sans hésitation. Le public a explosé en applaudissements. Le plus grand signe de puissance et de grâce s'était révélé, le blason de l'aile. Depuis le balcon supérieur, Alphen a murmuré que l'atmosphère était oppressante. Elle a admis qu'elle comprenait maintenant pourquoi ses sœurs, son amie et Flair avaient choisi de ne pas venir. À côté d'elle, Aster observait la reine en silence. Des souvenirs de sa vie antérieure ont refait surface. Les rires dirigés contre lui. L'humiliation au moment où il était tombé, vaincu et ridiculisé après un duel. Son regard est devenu lointain. Alphen a remarqué son regard absent et l'a appelé par son nom, lui demandant s'il était nerveux d'assister à son premier bal de l'épée. Aster a esquissé un petit sourire et a dit qu'il n'avait aucune peur. Au fond de lui, l'émotion n'était pas de l'anxiété, mais quelque chose de plus proche de la nostalgie. Alphen a froncé les sourcils, incapable de comprendre ce qu'il voulait dire. Leur père, le vicomte Effred Elmin, les a informés qu'il partait pour une réunion et a dit à Aster de garder un œil sur Alphen. Elle a immédiatement protesté, insistant sur le fait qu'elle était plus capable que lui, tandis qu'Aster l'a qualifiée calmement de gourde. Le vicomte a posé une main sur l'épaule de son fils et a souri, lui conseillant de nouer des liens puisque de nombreux nobles de son âge étaient présents. Puis il s'est légèrement penché et lui a adressé un avertissement à voix basse. Personne ne doit être au courant pour les 7 ailes. Après le départ de son père, Aster a repensé à ces mots. Il pouvait sentir les regards hostiles d'autres jeunes nobles qui l'observaient à distance. Il s'est demandé comment il était censé créer des liens quand leurs yeux étaient les remplis d'une aversion non dissimulée. Malgré tout, la détermination s'est installée sur son visage. Il a choisi de suivre le conseil de son père. Quand Alphen a demandé où il avait l'intention d'aller, Aster a répondu avec confiance qu'il allait se faire des amis. À l'étage inférieur, plusieurs jeunes nobles se détendaient autour d'un canapé. Assis au centre se trouvaient les 2 fils du duc Roderick. Alors qu'Aster s'approchait, l'un d'eux l'a examiné de la tête aux pieds avec un air moqueur et lui a demandé son identité. Aster l'a salué calmement, l'appelant « beau-frère Darius ». Ce titre inattendu a provoqué une surprise visible au sein du groupe. Avec une expression polie, il s'est présenté comme Aster Elmin, le jeune frère de la branche du vicomte, expliquant qu'il les avait remarqués plus tôt et qu'il était simplement venu les saluer. Le frère de Darius a lâché une remarque méprisante, soulignant qu'Aster n'était rien de plus qu'un fils adoptif de la maison du vicomte. Darius a éclaté d'un rire sarcastique, affirmant que maintenant, ça expliquait pourquoi Aster osait se faire appeler un Elmin. Aster les a clairement reconnus, Darius et Grian, les héritiers légitimes de la maison Elmin. C'étaient les 2 mêmes qui lui avaient ôté la vie dans le passé. Ses yeux se sont légèrement assombris. Autrefois, il lui avait semblé terrifiant. Maintenant, il ressemblait à des enfants qui se la jouaient. Sa détermination s'est aiguisée. Soudain, Alphen lui a attrapé le bras et l'a pressé de partir. À ce moment précis, Darius a appelé son nom. Elle s'est figée. Avec un amusement cruel, Darius s'est moqué d'elle, lui demandant si elle comptait se cacher à nouveau derrière son père. Il lui a ordonné de s'approcher et de les divertir. Alphen a refusé, déclarant fermement que leur famille ne partageait pas de lien de maître à serviteur. Elle a tiré Aster pour l'éloigner, mais le tremblement de sa main révélait la peur qu'elle essayait de cacher. Darius a continué lançant des insultes au vicomte Effred Elmin. Il l'a accusé d'avoir échoué dans son devoir de protéger le roi et s'est moqué du fait que son propre jeune frère lui avait coupé le bras en guise de punition. Alphen a perdu le contrôle et lui a hurlé de retirer ses paroles. Darius a répondu en lui crachant sa boisson en plein visage, l'humiliant devant tout le monde. Il a ricané que son père devait regretter d'avoir une fille aussi inutile, quelqu'un même pas apte à hériter d'une petite baronnie. Il a ridiculisé ses vêtements, suggérant que si elle ne voulait pas être à nouveau trempée, elle devrait venir habillée en guenille la prochaine fois. Les larmes coulaient sur le visage d'Alphen. Derrière elle, Aster sentit la colère monter en flèche. Il avait cru que les revoir ne susciteraient plus d'émotion en lui. Cette conviction s'est brisée en un instant. D'un mouvement fluide, il a attrapé une bouteille de vin de la main d'un des compagnons de Darius. Alphen a eu un hoquet de surprise alors qu'il posait une main ferme sur son épaule, la calmant sans un mot. Darius a ri avec mépris. La bouteille a volé vers lui. Darius l'a attrapé facilement. Au même moment, la lame d'Aster a jailli. La bouteille s'est fendue nettement en plein vol et le vin a éclaboussé le visage de Darius. Le silence s'est abattu sur la salle. Aster a calmement touché le reste de vin sur son épée avec son doigt et l'a goûté. Après une courte pause, il a fait remarquer que ce n'était rien de plus que du jus de raisin. Un léger sourire est apparu alors qu'il ajoutait que la saveur convenait parfaitement à un noble pourri gâté comme Darius. L'ambiance a changé.
Un souvenir d'il y a 3 ans a refait surface. Une brillante lumière dorée avait explosé du corps d'Aster. L'aura avait été écrasante, dense, radieuse, instable. Le comte et Fred Elmine avaient hurlé pour qu'il arrête, demandant s'il avait l'intention de tuer ses propres sœurs. L'une d'elles gisait inconsciente sur le sol tandis que l'autre se tenait figée, incapable de s'approcher, alors qu'une énergie dorée et noire faisait rage sauvagement autour de lui. Le vicomte avait ordonné à Aster de reprendre le contrôle. En voyant cette aura surpuissante, Fred avait compris que c'était ça, le vrai pouvoir des 7 ailes. Jamais il n'aurait imaginé qu'une force aussi dangereuse puisse être scellée à l'intérieur d'un gamin. Pour la première fois, le doute s'était immiscé dans son cœur. Il s'était demandé si quelqu'un pouvait vraiment maîtriser un tel pouvoir. En regardant droit dans les yeux d'Aster, au milieu de cette tempête d'énergie, il lui avait demandé tout bas s'il pensait pouvoir la maîtriser. Le souvenir s'estompe. De retour au présent, un garde déboule dans la salle où les familles principales et secondaires de la maison Elmine tiennent une réunion. Le garde a hurlé qu'il y avait une urgence, interrompant la discussion. L'un des ducs a exigé une explication. Le messager a révélé que 2 fils de la maison d'Elmine, un de la famille principale et un de la branche secondaire, étaient en plein duel. Le choc s'est répandu dans la salle. Sans hésiter, le vicomte Fred Elmine s'est levé et s'est précipité vers l'arène. Au même moment, Alphen a couru après son père, essayant désespérément d'expliquer ce qui s'était passé. Depuis un balcon surplombant le grand hall, un duc observait l'arène en contrebas avec intérêt, un léger sourire aux lèvres. Sous le balcon, Aster et Darius se faisaient face au centre de l'arène, l'âme croisée, sous le regard silencieux et médusé des spectateurs. Le duc, qui observait d'en haut, a fait remarquer que les clashs entre frères de la puissante maison Elmine étaient un spectacle rare. D'autres ducs sont arrivés sur le balcon, leur attention rivée sur le duel. Un duc barbu s'est caressé le menton et a commenté que l'issue de ce combat pourrait facilement gâcher toute l'assemblée de la danse des épées. Dans l'arène, Darius a activé son blason ailé. L'énergie a déferlé autour de lui alors qu'il ricanait, traitant Aster d'inconscient pour avoir osé défier un héritier ducal. Il s'est moqué de lui, le qualifiant de bâtard élevé à l'état sauvage, un type ignorant l'énorme fossé de puissance qui les séparait. Puis il a révélé son blason à 4 ailes, dont la lumière a brillé de 1000 feux. Les jeunes nobles ont éclaté de joie, murmurant qu'il était normal qu'un héritier ducal soit bien au-dessus du reste. Affichant un sourire moqueur, Darius a exigé qu'Aster montre son propre blason, insinuant qu'il devait avoir trop honte pour le révéler. Aster a répondu avec un calme olympien, affirmant que cela péter avec un simple motif n'était pas son genre. Avec un léger sourire confiant, il a ajouté qu'un tel comportement était indigne de lui. Ces mots ont mis Darius en rogne. Aster a alors proposé un pari. S'il remportait la victoire, Darius devrait présenter des excuses publiques. Darius a éclaté de rire et a rétorqué que s'il gagnait, Aster deviendrait son larbin. En hurlant, Darius a foncé, déclarant qu'il allait faire bosser Aster pour le reste de sa vie. Leurs épées se sont rencontrées dans une force explosive. Aster a bloqué le coup net, sa posture stable et imperturbable. Pourtant, il sentait le poids de la force brute de Darius derrière chaque coup. Alors que Darius préparait une autre attaque, le mana a flamboyé le long de sa lame. Il s'est vanté du pouvoir conféré par son blason et a déchaîné un barrage d'attaques rapides. Aster est resté sur la défensive, déviant chaque coup avec une précision chirurgicale. Depuis le balcon, Alphen a poussé un cri de peur. Le duc barbu a observé que la technique de Darius manquait de finesse, mais a ajouté que la technique ne valait pas grand-chose face à un mana écrasant. Il a expliqué que si la puissance d'une seule aile ressemblait à une flamme de bougie, alors le mana de 4 ailes était plus proche d'une explosion violente. Darius a ricané à nouveau, provoquant Aster et lui demandant où était passée sa confiance d'avant. Il s'est moqué de sa promesse de le forcer à s'excuser, suggérant que ce n'était que des paroles en l'air. Aster était resté silencieux. Il a continué à bloquer chaque attaque sans hésiter. La frustration se lisait de plus en plus sur le visage de Darius. Il a sauté haut dans les airs, canalisant du mana dans ses 2 lames alors qu'il préparait un coup décisif. Depuis le balcon, un duc corpulent a marmonné que le duel était déjà plié. Darius a abattu ses lames. Aster a levé son épée et a arrêté les 2 coups avec une facilité déconcertante. L'arène est tombée dans un silence de mort. Darius le fixait, abasourdi, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Aster a finalement parlé, d'un ton calme et glacial. Il a déclaré que Darius parlait beaucoup trop. La seconde d'après, il a bougé. Sa contre-attaque a frappé net, envoyant Darius valser à l'autre bout de l'arène. Une lumière dorée a parcouru la lame d'Aster alors qu'il y infusait son mana. Intérieurement, il repensait aux 10 dernières années passées chez le vicomte. Des années de discipline, de retenue et de patience. Il avait tout enduré en se retenant, attendant précisément ce moment. Chaque coup que Darius a tenté par la suite a été contré sans pitié.
Aster lui a fait comprendre que toutes ces années n'étaient qu'une préparation pour avoir la chance de l'écraser complètement. Il a avancé avec une pression écrasante. Darius a croisé ses deux épées pour bloquer, mais la force l'a fait mettre un genou à terre. Même le propre frère de Darius le regardait, incrédule. La fierté de la famille principale, repoussée si facilement, c'était juste impensable. Darius a marmonné sous le choc, rappelant à Aster qu'il possédait 4 ailes. Aster n'a pas répondu. Il a simplement injecté plus de mana dans son épée. Un craquement sec a retenti, une fracture visible s'est étendue sur la lame de Darius. Les nobles qui regardaient étaient stupéfaits. Le duel était devenu un combat à sens unique. Des murmures ont parcouru la foule. Il semblait que la maison Helmine abritait toujours un monstre de ce calibre. Une aura noire et dorée a jailli violemment du corps d'Aster, s'enroulant comme une tempête enragée. Sur le balcon, le vicomte Hefred a serré le poing, réalisant que la situation lui échappait totalement. Darius était complètement dépassé. Dans l'esprit d'Aster, de vieux souvenirs ont refait surface. Les rires cruels de sa vie antérieure, la lame qui l'avait tué, l'humiliation et la douleur, la puissance des 7 ailes rugissaient en lui. Il s'est avancé, prêt à en finir. D'en haut, la voix de son père a retenti, le suppliant de s'arrêter et de se reprendre. Aster s'est immobilisé au dernier instant, son dernier coup est tombé. Les 2 épées de Darius se sont brisées net et sont tombées au sol. Le silence a envahi l'arène. Darius s'est effondré, figé par la terreur, fixant la lame d'Aster plantée dans le sol à quelques centimètres de son corps. Ses jambes tremblaient de manière incontrôlable, et le peu de fierté qui lui restait avait disparu. Aster l'a regardé de haut et a parlé d'un calme glacial. Il lui a fait remarquer que la prochaine fois, Darius ferait mieux de s'habiller correctement, car si on a l'intention de renverser du vin sur les autres, il faut être prêt à finir soi-même trempé. Puis Aster lui a tourné le dos. À voix basse, il s'est rappelé qu'il n'était plus Ashle sans elle. Pour l'instant, cette vérité suffisait. Depuis le balcon, sa sœur a croisé son regard et lui a offert un sourire fier et satisfait. Aster a répondu avec une expression radieuse. Soudain, une aura terrifiante a jailli de derrière lui, près de l'escalier. Quelqu'un libérait sa puissance dans une rage pure. Aster s'est retourné instantanément. Et là, planté devant lui, se tenait Roderick Helmine, le chef de la famille principale, celui qui avait été son père. D'un coup, la tension est devenue palpable dans toute la salle. Même Aster sentait le poids écrasant de cette présence s'abattre sur lui. Quand Roderick a enfin calmé le jeu, des murmures ont fusé dans la foule. Personne n'en revenait de ce qui venait de se passer. Le benjamin d'une branche de vicomte venait de défoncer le 3e fils de la famille principale. C'était pas rien cette histoire. Tout le monde savait que la maison principale n'allait pas laisser passer une telle humiliation. Roderick a fait un pas en avant, Aster, lui, n'a pas bougé. Le dos bien droit, déjà prêt pour la suite des événements. Au sol, le visage de Darius s'est tordu dans un rictus de satisfaction bizarre. Darius s'est redressé avec peine et s'est agrippé à la toge de son père. Un rire malsain lui a échappé pendant qu'il balançait des insultes à la gueule d'Aster, le traitant de bâtard qui osait défier la famille principale alors qu'il n'était qu'un sang-mêlé tout pourri. Il a supplié son père d'intervenir et de l'éclater avec sa puissance démesurée. Roderick n'a même pas jeté un regard à Aster, ses yeux sont devenus glacials en se posant sur Darius. Sans crier gare, il a enfoncé le fourreau de son épée en plein dans la main de son propre fils. Un craquement sec a retenti quand la paume de Darius s'est écrasée au sol. Un hurlement lui a déchiré la gorge. La stupeur s'est répandue dans toute la salle. Brian était tétanisé, incapable de réaliser ce qui venait de se produire. La voix de Roderick, elle, est restée calme, mais sans aucune pitié. Il lui a demandé pourquoi quelqu'un qui venait de perdre aussi lamentablement osait encore rire après avoir traîné l'honneur de la famille Rue dans la boue. En levant son épée, il a déclaré qu'un homme incapable de venger son propre honneur n'avait pas le droit de manier une lame. Depuis le balcon, le vicomte Hefred a compris l'intention de son frère et lui a hurlé d'arrêter. Le silence s'est fait dans la salle, Aster avait fait un pas en avant, il s'était mis juste sur la trajectoire de l'épée de Roderick. Le regard de Roderick s'est tourné vers lui demandant ce qu'il fichait. Aster a répondu calmement. Darius ne s'était pas encore excusé auprès de sa sœur. La punition pouvait bien attendre que ce soit fait. L'aura de Roderick a explosé avec violence. La rage a tordu son visage alors qu'il grondait qu'un orphelin recueilli par Hefred osait se dresser devant lui. Il lui a demandé si Aster se considérait vraiment comme un membre de la maison Nelmine, lui qui n'avait pas leur sang. Aster n'a pas bronché. Il a affirmé avec conviction qu'il était le fils du vicomte, peu importe son sang. De son père, il avait appris la fierté d'un chevalier et le poids que représente un nom de famille. Les yeux de Roderick se sont brièvement posés sur Efford, sur le balcon. Puis, son expression s'est durcie encore davantage. Il a déclaré qu'en tant que membre de la branche vicomte, Aster avait sali inutilement l'honneur de la maison principale.
Il a rappelé l'héritage du nom Elmine, le pilier de 12 000 chevaliers et l'épée qui protège le roi. Une telle offense, a-t-il dit, ne pouvait pas être balayée comme une simple dispute de gamins. Les ducs des familles de la branche observaient attentivement, curieux de voir la tournure que prendraient les événements. Roderick a continué rappelant à Aster que son père, autrefois, avait sacrifié un bras pour payer sa déloyauté. Il lui a demandé ce qu'Aster, lui, était prêt à offrir en échange. Aster a répondu du tac au tac. Ça n'avait rien d'une petite querelle. C'était un duel en bonne et due forme. Il avait répondu à l'insulte par le fer. Il a ensuite répété le propre principe de Roderick. Ceux qui sont incapables de se venger par eux-mêmes n'ont pas le droit de lever une épée. Puis, avec une certitude glaciale, Aster a déclaré qu'il n'avait aucune intention de céder ne serait-ce qu'un petit doigt. Sur le balcon, Alphen serrait les dents en écoutant chaque mot de son frère. Le duc à la barbe de lui restait bouche bée, complètement sidéré. Le duc aux cheveux bleus a soudain éclaté de rire, abasourdi que celui qui osait s'opposer à Roderick Elmine ne soit qu'un gamin d'à peine 10 ans. Roderick, lui, est resté silencieux, dévisageant Aster un long moment. Puis, sans se presser, il a remis son épée dans son fourreau. Il a ordonné à Aster de se mettre en garde. Aster n'a pas tout à fait compris son intention, mais il s'est exécuté. L'instant d'après, un éclair d'acier a jailli. Le corps d'Aster a été projeté en arrière. Il s'est fracassé violemment contre le mur du fond, de l'autre côté de l'arène. L'impact a fendu la pierre et a résonné dans toute la salle. Alphen a poussé un cri depuis le balcon. Le vicomte Effred a hurlé le nom de son frère, ivre de rage. Il a sauté du balcon, épée au clair, et a foncé sur Roderick. Le coup a été paré sans le moindre effort. Roderick a bloqué l'attaque sans même bouger d'un orteil. Effred a aussitôt laissé tomber le combat et s'est précipité vers Aster, appelant son fils, la panique dans la voix. Ce qu'il a vu l'a pétrifié. Aster était debout, son épée était en 1000 morceaux, du sang maculait son corps. Pourtant, sa posture était stable. Son visage était impassible. Roderick lui a lancé un dernier regard. Sans un mot de plus, il a tourné les talons et est parti. Darius l'a suivi en silence. Aster a un peu chancelé, mais s'est forcé à rester droit. Effred l'a tout de suite rejoint pour le soutenir. Aster a parlé calmement, disant qu'il avait tenu sa promesse, qu'il n'avait pas failli à sa parole. Effred a répondu à voix basse qu'il avait tout vu. Il a dit à Aster qu'il avait été magnifique. De retour sur le balcon, le duc barbu a fait la remarque que le geste de Roderick était un peu gamin. Malgré tout, il a admis que si le gamin s'en était tiré sans une égratignure, la famille principale aurait perdu la face. Il a ajouté que se tenir devant Roderick Elmine en personne, lui parler aussi effrontément et survivre, ce n'était pas rien. Ce gosse, a-t-il conclu, est une étoile montante. Avec un petit sourire, le duc a commenté que pour Aster, c'était la meilleure entrée en matière possible dans la haute société. Le duc costaud a soupiré et a admis que ce gamin l'avait troublé. Pendant un court instant, il avait cru que la maison Elmine allait voler en éclats. Roderick a jeté un bref regard vers son frère et Aster. Il a affirmé qu'une ère de chaos finirait par arriver. Une tempête assez violente pour diviser le monde en deux, voire même trois. La scène change, on se retrouve sur le terrain d'entraînement de la branche vicomte de la maison Elmine. Plusieurs chevaliers observaient un entraînement en cours. 2 silhouettes s'échangeaient des coups avec des épées en bois. Un des chevaliers, tout sourire, a complimenté la performance de son maître, la qualifiant de magnifique. La personne en question, c'était Aster. Autour d'eux, les autres chevaliers chuchotaient entre eux. Pour un gamin de son âge, sa maîtrise de l'épée était flippante. Ils ont remarqué que son entraînement s'était encore intensifié depuis l'assemblée de la danse des épées. Un chevalier s'est rappelé comment Aster avait mis la pâtée au 3e fils de la maison principale Elmine. Le groupe pouvait à peine cacher sa satisfaction. Ça faisait des années que la maison principale les traitait comme de la merde. Voir l'un des leurs leur tenir tête comme ça avait fait un bien fou au chevalier. Aster continuait de dégommer ses adversaires les uns après les autres à l'entraînement, mais il avait la tête ailleurs. Lors de l'assemblée de la danse des épées, il avait montré assez de force et de charisme pour clouer le bec à ceux qui qualifiaient dans sa famille de honte pour la maison Elmine. Malgré tout, il comprenait que les vrais obstacles restaient de la famille principale. Une partie de lui aurait aimé se tester davantage ce jour-là, affronter plus de challengers sur cette scène. Pourtant, il était pleinement conscient de la réalité. À son niveau actuel, il n'avait aucune chance contre Roderick Elmine. Pour Aster, un emblème ailé n'était qu'un signe de potentiel magique. Un pouvoir accordé à la naissance ne signifiait pas grand-chose s'il ne pouvait être maîtrisé. Même maintenant, il ne pouvait pas tirer toute la puissance des 7 ailes. S'il n'avait pas à s'inquiéter de perdre le contrôle et de tomber dans un état de folie furieuse, il pourrait pousser ce pouvoir à ses véritables limites. D'un dernier échange, il a abattu le dernier chevalier devant lui. Plusieurs hommes gisaient étalés sur le sol.
Les yeux d'Aster restaient vifs alors qu'il demandait calmement si quelqu'un d'autre souhaitait le défier. Avant que quiconque puisse répondre, une voix familière s'est fait entendre. Alphonse s'est approché, commentant qu'il se surmenait encore. Elle lui a demandé s'il comprenait même le sens du mot repos et l'a informé que leur père le faisait appeler. Aster a immédiatement accepté et a dit qu'il y allait sur le champ. En marchant, il a jeté un œil à sa tenue et a fait une remarque. Alphane s'est tournée vers lui, confuse au début. Aster a expliqué qu'il était inhabituel de la voir habillée comme ça, car elle n'aimait pas cette tenue, la trouvant dépourvue de charme. Elle a répondu que tout était une question d'équilibre. Le voir s'entraîner sans relâche lui avait fait réaliser qu'elle ne pouvait pas non plus rester la même pour toujours. Ses paroles l'ont pris au dépourvu. Pendant un bref instant, il n'a rien trouvé à dire, surtout quand elle a levé son épée d'entraînement vers lui avec un sourire confiant. Elle a déclaré qu'une fois de retour, ils passeraient du temps à s'entraîner ensemble. Aster a répondu avec un grand sourire, acceptant le défi et lui demandant gentiment d'y aller doucement avec lui. Quelque temps plus tard, il est arrivé au bureau de son père. En entrant, le vicomte lui a dit de s'asseoir. Aster a obéi, prenant le siège en face de son père avec une expression calme. Et Fred a fait remarquer que 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient accueilli Aster dans la famille. Il a admis qu'il avait un temps pensé à attendre qu'Aster soit plus âgée, mais avait décidé que le moment d'agir était venu. Il a posé un petit coffret sur le bureau et l'a ouvert. À l'intérieur reposait une bague. Et Fred a révélé que la bague symbolisait la succession, la marque du prochain chef de la branche des vicomtes. Puis, il a déclaré clairement qu'il avait l'intention qu'Aster devienne son successeur. Aster s'est figé, sous le choc. Et Fred a expliqué que la situation de leur famille était précaire. En tant que branche de la maison Elmine, à qui on avait confié des terres et un devoir, ils portèrent de lourdes responsabilités. Le poste du prochain chef ne pouvait pas rester vacant éternellement. Aster a demandé si ses sœurs étaient au courant de cette décision. Et Fred a répondu que les sœurs aînées reviendraient de l'académie de nuit dans 3 jours et qu'il avait l'intention de réunir tout le monde avant d'en parler ouvertement. La nouvelle a pris Aster au dépourvu. Malfrat et Kudo revenaient. Il a admis honnêtement qu'elle ne l'accepterait pas facilement, surtout Kudo. Elle lui en voulait d'être un homme et de porter les 7 ailes. Aster s'est levé de son siège et a déclaré qu'il ne pouvait pas accepter ce poste. Il se souvenait clairement du jour où il avait failli blesser une de ses sœurs après avoir perdu le contrôle de sa magie. Il a reconnu qu'il n'avait pas la confiance nécessaire pour supporter leur colère, et encore moins pour les persuader de le soutenir. Et Fred a eu un léger sourire entendu. Il a fait remarquer qu'il se demandait parfois si Aster avait vraiment vécu son enfance. Prenant une autre boîte sur le côté, il a expliqué que la bague montrée plus tôt était à l'origine destinée à récompenser la performance d'Aster à l'assemblée de la danse des épées. Il a posé la nouvelle boîte sur la table. Après y avoir repensé, il pensait qu'Aster apprécierait bien plus ce qui se trouvait à l'intérieur. Quand Aster l'a ouverte, il a eu le souffle coupé. À l'intérieur reposait l'épée magique Graham. Et Fred a expliqué que Graham était une lame capable de dévorer la magie, une arme conçue pour réguler et contenir la force écrasante des 7 ailes. Peu de temps après, le père et le fils se tenaient au plus profond d'une forêt. Et Fred a fait remarquer que l'endroit serait parfait. Aster a demandé pourquoi il fallait aller si loin. Si le but avait été uniquement de lui montrer l'épée, le dojo aurait suffi. Son père a répondu simplement que non. Il a ajouté sèchement qu'Aster avait l'habitude de détruire les murs du château chaque fois que ses pouvoirs devenaient incontrôlables. Et Fred a alors présenté formellement l'arme. Graham était une lame démoniaque liée à la flamme, traditionnellement transmise au fils aîné de la maison Elmine. Pendant des générations, elle était restée entre les mains de la famille principale, mais Efred l'avait récupérée spécialement pour Aster. Il a retiré le tissu qui la recouvrait. Aster a regardé, choqué, il n'y avait pas de lame. Efred a expliqué calmement que Graham existait en tant qu'arme potentielle. Lorsqu'elle est infusée de mana, elle prend forme en fonction de la propre puissance de son porteur. Pour le démontrer, Efred a libéré son énergie. Une vague massive de magie rouge a éclaté. La forêt a tremblé alors qu'un arc de feu tranchait les arbres au loin, coupant tout sur son passage avec une précision brutale. L'air a vibré sous la force, et Fred a prévenu que si la détermination du porteur faiblissait ne serait-ce qu'un peu, l'épée dévorerait à la place tout son mana. C'était la raison pour laquelle Graham traînait une si sombre réputation. Il a ensuite tendu l'arme à Aster et lui a demandé s'il voulait essayer. L'expression d'Aster s'est raffermie. Il a accepté l'épée. Au moment où il a commencé à y canaliser sa magie, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Son mana doré a coulé naturellement, sans résistance. Sans effort, impossible à arrêter. De retour au château, les chevaliers qui s'entraînèrent dans la cour se sont soudainement arrêtés. Une immense traînée rouge a déchiré le ciel au-dessus d'eux. Un chevalier a marmonné, incrédule, se demandant si une comète était tombée.
Un autre lui a crié dessus, le traitant d'idiot et soulignant que la lumière était montée de la direction opposée. Alphand a également vu la traînée flamboyante. D'une voix basse, elle a murmuré que ça devait être Aster. Au cœur de la forêt, Aster était assis par terre, un léger sourire se dessinant sur son visage alors qu'il admettait que cette arme était un truc de fou. Et Fred, cependant, continuait de fixer le ciel. Il a dit doucement que la chose vraiment incroyable, c'était Aster lui-même. Au cours de la longue histoire de la maison Elmine, à travers d'innombrables générations, pas une seule personne n'avait jamais porté l'emblème des 7 ailes. Si Aster maîtrisait complètement ce pouvoir, Fred a déclaré qu'il finirait un jour par les surpasser tous les deux, lui et Roderick Elmine, malgré leurs 6 ailes. Cette pensée a profondément frappé Aster, surpassé le chef de la maison Elmine. Le ton de Fred a changé, devenant grave. Il a prévenu qu'un pouvoir d'une telle ampleur créerait inévitablement des conflits. Si la vérité sur les 7 ailes venait à être connue, certains le jalouseraient, d'autres le détesteraient. Beaucoup essaieraient de se servir de lui. D'autres tenteraient de l'éliminer complètement. Et Fred tendit la main. Il dit à Aster qu'il devait devenir fort pour ne plus jamais regretter son impuissance. Aster serra fermement la main de son père. Intérieurement, il se jura de ne plus jamais endurer une autre vie misérable comme celle qu'il avait perdue. Il remercia son père et promit de maîtriser à la fois les 7 ailes et le monde lui-même. 3 jours plus tard, changement de décor, la famille Vicomte accueillait le retour de leurs filles aînées. Malfa et Kudo étaient revenus de l'académie de la nuit. Kudo s'avança la première, un grand sourire aux lèvres, ouvrant grand les bras et annonçant que c'était l'heure du câlin de retrouvailles avec leur grande sœur adorée. Au lieu de ça, les plus jeunes filles l'ont complètement zappé et se sont jetées dans les bras de Malfa. Kudo se figea. Le choc se lisait sur son visage alors qu'elle demandait pourquoi on venait de lui mettre un tel vent. Les 2 sœurs répondirent innocemment que Kudo leur bousillait toujours leur coiffure. Kudo nia en bloc, insistant sur le fait qu'elle maîtrisait parfaitement la chevalerie et ne se comporterait jamais d'une manière aussi peu raffinée. Puis, elle remarqua Alphen qui se tenait tranquillement à proximité. Sans crier gare, Kudo attira Alphen dans une étreinte serrée, la félicitant d'être une gentille fille, tout en lui ébouriffant vigoureusement les cheveux et en ruinant complètement sa coupe. Elle lui demanda ensuite des comptes, voulant savoir pourquoi Alphen n'était pas venu la voir en premier. Peu de temps après, Malfa demanda à leurs parents où était Aster. Ils expliquèrent brièvement qu'il était parti s'entraîner. Kudo, qui avait tendu l'oreille, devint curieuse. Retour dans la forêt, Aster se tenait seul, agrippant la poignée de Graham. Il avait la mâchoire serrée tandis qu'un mana doré crépitait autour de la lame incomplète. Il marmonna que ce n'était toujours pas suffisant. Il pouvait maintenant donner forme à l'épée avec de la magie. Mais tout ce qu'il pouvait vraiment faire, c'était contenir sa puissance. Comparé à la démonstration sans effort de son père, la différence était énorme. Il se demanda silencieusement comment son père avait pu faire paraître ça si simple. Une voix s'éleva derrière lui. Kudo fit remarquer que la démonstration avait l'air impressionnante. Aster se tourna, surpris, et demanda si sa grande sœur Kudo était rentrée. Elle esquissa un léger sourire et fit remarquer qu'il ne s'était même pas montré pour accueillir sa sœur, trouvant ça plutôt froid de sa part. Elle demanda s'il ne comptait d'eau plus pour lui, ou s'il se la pétait maintenant. Elle ajouta qu'elle avait tout entendu à propos du tournoi de la danse des épées. Même à l'académie de la nuit, son nom circulait. Leur père, nota-t-elle, devait être fier. Aster répondit calmement qu'il avait aussi entendu parler des exploits de Kudo. Bien qu'elle soit encore une apprentie, elle avait excellé dans de multiples missions et avait reçu l'ordre de platine, la médaille d'honneur du chevalier de l'année. Kudo accepta le compliment sans broncher, mais souligna que malgré tout ça, elle ne pouvait toujours pas hériter de la place de leur père. Après une courte pause, elle demanda s'il était vrai qu'Aster avait refusé la succession. Intérieurement, Aster se demanda qui avait bien pu lui dire. Il soupçonna leur père et sentit immédiatement l'embrouille arriver. Extérieurement, il répondit qu'il n'avait pas eu l'intention de refuser catégoriquement. Il pensait simplement ne pas être encore à la hauteur. Kudo s'approcha, son ton changea. Lui et leur père, dit-elle, savaient très bien quel était son rêve. Elle les accusa d'être cruels. Sans crier gare, elle dégaina son épée. Avant qu'Aster ne puisse réagir, elle trancha un arbre voisin et envoya le lourd tronc voler vers lui. Il sauta sur le côté, évitant de justesse l'impact, et lui demanda à quoi elle jouait. Kudo répondit d'un ton égal que ça faisait un bail et suggéra que son petit frère laisse sa grande sœur le tester un peu. Elle sourit et l'avertit que la prochaine fois, elle ne se retiendrait pas. Aster lui dit d'arrêter, expliquant que son épée était encore incomplète. Kudo demanda froidement s'il comptait sortir la même excuse face à un véritable ennemi. Aster n'eut rien à répondre. Elle déclara qu'un chevalier devait toujours se considérer comme étant sur un champ de bataille. S'il continuait à se retenir, elle l'avertit qu'elle l'écraserait. Sur ce, elle s'élança dans les airs.
Aster comprit immédiatement qu'elle ne plaisantait pas. Il parvenait à peine à contrôler sa magie. Mais il n'avait pas le choix. Il injecta du mana dans Graham parce qu'il savait une chose pertinemment. S'il ne le faisait pas, sa grande sœur Kudo allait vraiment essayer de le buter. Leur bataille s'intensifia au cœur de la forêt. Des ondes de choc éclataient à chaque collision. Des vagues de pression et des éclairs de lumière déchirèrent les arbres et faisaient trembler le sol. Même de loin, la force de leur affrontement était visible. Kudo fit claquer sa langue en frappant à nouveau, le visage dur et implacable. Elle commenta que la lame d'Aster restait toujours aussi précise, admettant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il suive son rythme après tout le niveau qu'elle avait pris à l'Académie de la Nuit. Aster para coup après coup, l'impact lui envoyant des tremblements dans les bras. Elle lui mit encore plus la pression, se demandant à quoi rimait son excuse d'épée pas finie. Avant qu'il ne puisse répondre correctement, elle pivota et le projeta en arrière avec une force dévastatrice. Elle déclara froidement que son contrôle du mana était pathétique. Aster glissa sur le sol mais réussit à rester debout, ses bottes creusant de profondes marques dans la terre. Il leva les yeux vers elle et constata qu'elle était toujours aussi impitoyable que dans ses souvenirs. Ses pensées se tournèrent vers l'intérieur. Kudo avait toujours été comme ça, en tant que seul homme de la famille, avec le droit formel d'hériter, et en tant que porteur d'un blason ailé supérieur à tous les autres membres de la maison, il s'était toujours trouvé sur son chemin. Pour elle, sa simple existence semblait injuste. Elle était comme une tempête prête à éclater à la moindre injustice. Pour le dire simplement, elle était son ennemi naturel. Sans crier gare, Kudo sauta très haut dans les airs. À l'instant où Aster la vit s'élever, il comprit ce qui allait arriver. Elle abattit son épée avec une force dévastatrice. L'impact explosa sur le sol de la forêt, envoyant une autre violente onde de choc se propager vers l'extérieur. Kudo le regarda de haut et déclara qu'il était indigne de devenir le prochain chef de la famille. Changement de scène. Dans le bureau de leur père, Alphen se tenait près de la fenêtre, visiblement mal à l'aise. Elle se demanda s'il était vraiment prudent de laisser ces deux-là seuls, soulignant qu'un affrontement entre frères et sœurs à ce niveau pourrait se solder par la mort. Et Fred répondit calmement qu'ils étaient de puissants rivaux. Il admit qu'ils pouvaient agir de manière imprudente, mais que ça n'irait pas jusque-là. Toujours pas rassurée, Alphen dit qu'elle espérait qu'il avait raison. Après un moment de silence, elle demanda pourquoi ses sœurs avaient été rappelées de l'Académie de la Nuit au juste. Elle sentait que ce n'était pas seulement une question de succession. Et Fred ouvrit un tiroir et en sortit quelque chose. À l'instant où Alphen le vit, elle eut le souffle coupé. C'était une enveloppe scellée portant le sceau de la famille Elmine. Son père expliqua que c'était une convocation officielle de la maison principale des Elmine.modèle. Et Fred a ajouté que les anciens, ceux qui détiennent le vrai pouvoir au sein de la famille, semblaient impatients de rencontrer leur petit-fils en personne. Alphen a demandé à voix basse si la situation était vraiment si grave. Et Fred a répondu du tac au tac. Il a dit que dans le pire des cas, il pourrait perdre Aster. Pendant ce temps, au fin fond de la forêt, le combat faisait rage. L'acier s'entrechoquait encore et encore, chaque impact envoyait des ondes de choc qui déchiraient les arbres. Alors que leurs lames se croisaient, Aster a dit d'un ton ferme à Kudo d'arrêter de dire n'importe quoi. Il lui a rappelé qu'il avait déjà refusé le poste de successeur et qu'elle le savait pertinemment. Kudo a levé son épée bien haut, le visage déformé par l'agacement. Elle a répondu que c'était justement ce refus qu'elle ne pouvait pas accepter. Sa lame s'est abattue avec une force écrasante. Aster a paré le coup de justesse. L'impact était monstrueux, bien plus lourd que prévu. Ça ne ressemblait pas au style d'un épéiste raffiné. C'était comme se retrouver face à un troll qui balançait un marteau de guerre massif sans aucune retenue. Kudo a mis encore plus de force dans son coup. Au dernier moment, Aster a fait pivoter son poignet et a dévié sa lame sur le côté. Le coup de Kudo s'est écrasé au sol. Il lui a demandé d'un ton sec si elle allait enfin l'écouter. Kudo a eu un léger sourire et lui a demandé s'il cherchait déjà une porte de sortie. Puis elle a déchaîné sa puissance brute, sans plus aucune retenue. Aster a été projeté sur le côté, s'écrasant contre un arbre. L'écorce s'est brisée derrière lui. Il a craché du sang, les yeux écarquillés d'incrédulité. Kudo l'a regardé de haut et a déclaré que s'il ne comptait que sur sa technique à l'épée, il n'était qu'un combattant de 3e zone. Elle a continué froidement, expliquant que même ceux capables de maîtriser uniquement le mana n'étaient que de la 2e zone. La véritable élite, c'était ceux qui maîtrisaient à la fois l'épée et le mana. Son regard s'est durci alors qu'elle avouait sa profonde déception. Elle a s'expliqué que la différence d'emblème d'aile déterminait directement la quantité de mana qu'on pouvait commander. Une seule aile d'écart signifiait presque le triple de la puissance. En termes de force brute et d'endurance, elle, avec ses 5 ailes, était déjà 2 niveaux entiers en dessous de lui et de son emblème à 7 ailes. Pourtant, malgré cet avantage, il évitait les confrontations de puissance directe et préférait se reposer sur sa technique raffinée.
Un autre léger sourire est apparu sur son visage alors qu'elle lui demandait s'il manquait vraiment de confiance en sa propre force ou s'il avait peur de perdre à nouveau le contrôle, comme ça lui était arrivé il y a 3 ans. Ces mots l'ont touché plus profondément que n'importe quelle lame. Aster s'est figé. Le choc l'a traversé alors que la pensée prenait forme. Est-ce que j'avais encore peur à cause de cet incident? Il n'avait jamais consciemment envisagé cette possibilité. Pour la première fois, il s'est demandé s'il ne s'était pas lui-même bridé sans s'en rendre compte. Son regard est tombé sur la poignée de son épée. Il s'est murmuré à lui-même que peut-être Graham était instable pour la même raison, parce qu'il avait réprimé son mana par la force depuis tout ce temps. L'expression de Kudo s'est raffermie. Elle a déclaré qu'Aster possédait tout ce qu'elle avait toujours désiré. S'il avait l'intention de laisser ses dons pourrir à cause de son arrogance et de ses hésitations, alors il ferait mieux de les lui céder. Kudo s'est précipité en avant, ne cachant plus son intention de tuer. Aster n'a pas reculé, il a encaissé son attaque de plein fouet et a répondu avec son propre coup. La collision a retenti comme un coup de tonnerre dans la forêt, faisant trembler les arbres autour d'eux. Kudo a été repoussé en arrière, perdant l'équilibre tandis que l'incrédulité se lisait sur son visage. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il repousse sa plus puissante attaque. Aster a esquissé un léger sourire. Il lui a dit que ces mots l'avaient enfin forcé à se réveiller, puis il a accéléré. Kudo a plissé les yeux, se demandant pourquoi il fonçait sans même stabiliser sa lame. Elle a brièvement ajusté sa posture, se demandant s'il avait épuisé son mana, mais a immédiatement rejeté l'idée comme étant impossible. Tandis qu'Aster avançait, le mana a inondé son épée. Les 7 ailes, réalisa-t-il, contenaient une réserve de puissance sans précédent et presque infinie. Il savait qu'il ne pouvait pas encore la contrôler parfaitement. Au lieu de chercher la précision, il a totalement abandonné toute retenue. Pendant un instant, il a lâché la lame elle-même pour se concentrer uniquement sur le mouvement. Tout son mana s'est déversé dans cette attaque. Le coup est tombé, Kudo l'a paré avec facilité. Elle s'est stabilisée et a eu un léger sourire, se demandant s'il agissait encore sur un coup de tête. Aster l'a regardé droit dans les yeux, avec le plus grand sérieux. Il a déclaré qu'il n'avait aucune intention de gâcher cette seconde vie. Il s'emparerait du pouvoir des 7 ailes, de l'épée Graham et même de sa place au sein de la famille. C'étaient des choses qu'il n'avait jamais pu revendiquer auparavant, peu importe à quel point il s'était battu. À la mention d'une seconde vie, Kudo s'est figé un très court instant. Le choc a traversé son visage. Aster a comblé la distance. Le mana a déferlé violemment dans sa lame. Il a bondi en l'air, rassemblant chaque once de force qu'il possédait, puis a disparu de sa vue. Les yeux de Kudo se sont écarquillés. Aster s'était en fait laissé tomber au ras du sol, compressant encore plus son mana. Il a injecté encore plus de puissance dans son épée et a bien fait comprendre qu'il ne se retiendrait plus. Kudo l'a senti instantanément. Le combat allait se terminer. Aster a abattu son épée avec une force écrasante, l'air hurlant alors que la lame descendait vers elle. Après l'affrontement entre le frère et la sœur, Kudo a lentement repris connaissance. Elle a ouvert les yeux, se demandant où elle était. Quelques secondes ont passé avant qu'elle ne reconnaisse la pièce. C'était sa propre chambre. La douce lumière du soleil filtrait par la fenêtre. Une voix à proximité a remarqué qu'elle était enfin réveillée. Surprise, elle a tourné la tête et a vu Malfa, qui se tenait là. Malfa a commenté qu'elle avait vraiment pris son temps pour se réveiller. Kudo s'est redressé d'un coup, la panique se lisant sur son visage. Elle a exigé de savoir ce qui était arrivé au combat, quelle était l'issue de son affrontement contre Aster. Malfa a expliqué qu'Aster l'avait ramenée. Il avait dit qu'elle s'était endormie en plein milieu du duel et qu'il avait supposé qu'elle devait être épuisée par le long voyage de retour. Kudo a immédiatement rejeté cette explication. Son regard s'est tourné vers son épée. Les souvenirs de l'échange final ont refait surface. Au dernier moment, elle avait vraiment cru qu'Aster l'avait tranché. Mais la vérité était tout autre. Il avait dissipé la lame magique juste avant l'impact. Seule la vague de mana restante avait traversé son corps, tandis qu'elle se remémorait le regard innocent sur son visage. Elle s'est avouée à elle-même qu'il était impossible qu'Aster essaie sérieusement de tuer sa propre sœur. Pourtant, pendant ce court instant, elle avait été certaine qu'elle allait mourir. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres tandis qu'elle murmurait qu'il était un petit frère exaspérant, à agir si audacieusement alors qu'il est plus petit qu'elle. Elle a ramassé son épée et a demandé où était Aster. Elle a déclaré qu'elle refusait d'accepter l'issue de ce combat. La prochaine fois, elle déchaînerait toute sa puissance dès le début. Malfa l'interrompit. Si elle cherchait Aster, il était déjà parti. Kudo se figea. Malfa lui expliqua qu'une convocation de la maison principale était arrivée, adressée spécifiquement à lui. Il était parti avec leur père quelques instants plus tôt. Kudo n'en savait absolument rien. La frustration dans la voix, elle se plaignit que personne ne l'avait prévenu. Changement de décor. Aster et son père sont ensemble dans une calèche tirée par 2 chevaux, en route pour voir les anciens de la famille. Efred lui expliqua que les hommes qu'ils allaient rencontrer étaient les seigneurs doyens qui soutenaient la famille Elmine depuis l'ombre.
C'étaient d'anciens chefs des maisons principales et secondaires, ainsi que des figures illustres ayant servi sous la bannière Elmine. Même à la retraite, ils détenaient une autorité immense. C'étaient les dirigeants de l'ombre, ceux qui réglaient les affaires en coulisses. Ces anciens n'avaient de montré aucun intérêt pour Aster depuis le jour de son adoption. Maintenant, Eofred se demandait pourquoi il le convoquait si soudainement. Aster répondit que c'était très probablement à cause de ce qui s'était passé à l'assemblée de la danse des épées. Il avait entendu dire que les anciens d'Elmine accordaient plus d'importance à la réputation de la famille qu'à la richesse, et même qu'à leur propre vie. Il ajouta que ceux qui salissaient le nom de la famille étaient jetés dans des cages à fauves pour servir de nourriture. Son père parut surpris et lui demanda où il avait bien pu entendre une telle histoire. Aster répondit vaguement, disant que c'était une histoire qui datait. Puis il ajouta qu'il était prêt à tout ce qui l'attendait, que ce soit une punition exemplaire ou même l'exil. Son père lui demanda si ça ne le dérangeait vraiment pas de partir sans dire au revoir à ses sœurs. Aster répondit que ça allait. De toute façon, il avait initialement prévu de partir dès le retour de ses sœurs. Kudo ne l'aimait pas. C'était mieux s'il restait hors de sa vue. Sans lui dans les parages, elle pouvait mieux respirer. Sa main effleura la garde de son épée. Grâce à Kudo, il avait commencé à comprendre comment manier correctement Graham. L'air sérieux, il dit à son père qu'il se sentait maintenant capable de libérer encore plus de la puissance des 7 ailes. Quoi qu'il arrive, son père ne devait pas venir à sa rescousse. Il était prêt à survivre par ses propres moyens. Eofred était sur le point de répondre quand une voix tranchante les interrompit, demandant ce qu'il voulait dire par survivre seul et critiquant son orgueil alors qu'il était le plus jeune. Les deux hommes se tournèrent, surpris. Kudo était apparu. Elle ouvrit la porte de la calèche et monta à l'intérieur, exigeant de savoir s'il avait vraiment couru jusqu'ici. Elle lui passa un savon pour être partie sans dire un seul mot à sa grande sœur. Elle avait entendu dire que les anciens de la maison principale l'avaient convoquée. Ni elle, ni Malfa n'avaient jamais reçu un tel appel. Eofred lui dit qu'elle comprenait pourquoi il ne pouvait pas l'emmener à la maison principale. Elle répondit qu'elle le savait. On les avait rappelés pour gérer les affaires en son absence. Ça, elle l'avait bien compris. Pourtant, cette convocation signifiait que la situation était assez grave pour être prudente. Elle rappela à Aster ce que Malfa avait dit, qu'il pourrait ne pas revenir. Aster tenta de la rassurer, affirmant que c'était une exagération. Il allait simplement les rencontrer et leur parler. Pourtant, au fond de lui, il admit qu'il n'était pas certain de pouvoir revenir sain et sauf. Après une pause, Kudo admit qu'elle ne l'aimait pas. C'était un mec. Il possédait 7 ailes. Il avait toujours droit à un traitement de faveur. Il était plus fort qu'elle, même si elle était l'aînée, et bien qu'il soit plus jeune, il se comportait comme un adulte. Elle détestait tout ça. Mais malgré tout, il faisait partie de sa famille. Peu importe sa puissance ou à quel point il jouait les grands, il restait son petit frère. Elle se leva et lui ordonna de rentrer à la maison en bonne et due forme pour qu'il puisse avoir un autre combat. Elle ne le laisserait pas gagner et se tirer comme ça. Puis elle partit. Aster la regarda s'éloigner, se demandant pourquoi elle était vraiment venue. Son père fit la remarque que c'était une bonne rivale. Aster esquissa un léger sourire. Intérieurement, il remercia silencieusement sa sœur.